L'homme politique le plus influençant dans le monde entier parce que ça influence non seulement les relations avec la Russie, mais avec les autres pays du monde. C'est une personne magique qui attire l'attention sur l'arène mondiale. Rien d'autre pourrait se passer. Bonsoir. Nous avons devant nous la personne qui est l'un des leaders qui occupe son poste depuis longtemps. Il a vu les intégrations des pays, les transformations de différentes configurations de la politique mondiale à partir de l'époque de M. Eltsine, M. Trump, M. Singh, Narendra Modi. Il a vu le monde changer devant ses yeux. Il a fait passer la Russie à travers les années bouleversantes avec toute la force avec laquelle il faut voir des relations. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et l'Inde aujourd'hui est devant nous, le président de la Fédération de Russie. Merci beaucoup d'avoir rejoint. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous allez? Chez nous, en Russie, comme chez vous, nous sommes bien. J'espère que vous aimez Moscou, le Kremlin où nous sommes actuellement. Et comme vous voyez, tout se développe comme c'était prévu. Nous sommes contents de la situation dans l'économie. Et actuellement, je suis ravi du fait, comme vous avez mentionné tout à l'heure, je vais rencontrer mon ami, le Premier ministre Modi. Et nous nous sommes mis d'accord depuis longtemps de nous rencontrer en Inde parce que nous avons beaucoup de sujets à discuter parce que le volume de notre coopération est très important chez nous. Et entre la Russie, je ne parle même pas de l'historique des relations parce que c'est vraiment unique. Et j'aimerais dire que le chemin que l'Inde est passé depuis la reconquête de son indépendance seulement en 77 ans, c'est un parcours très court dans l'histoire parce que l'Inde a fait un chemin gigantesque de développement. Et je vais y revenir parce que quand nous vivons dans la vie quotidienne, parfois on ne fait pas attention aux changements qui se tiennent actuellement devant nous. Et c'est vraiment extrêmement très rare. Et si nous regardons un petit peu par le passé, ce qui s'est passé en Inde, c'est vraiment un miracle. Regardez. En fait, je pense que même chez vous, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent que l'espérance de vie en Inde a augmenté de plus de 2 fois. Oui, nous allons revenir à ce sujet, bien sûr. Mais dans tous les cas, nos relations avec l'Inde évoluent sur différents axes qui sont très nombreux. Et je suis ravi de l'occasion de revoir M. Modi, avec qui nous sommes liés non seulement par des relations, non seulement d'affaires, mais aussi d'amitié. Et si vous permettez, j'aimerais vous poser la question. Parce que tout à l'heure, vous avez mentionné les relations russes-indoises qui comptent plus de 70 ans. C'est l'amitié, comme on dit en russe, compte plus de 70 ans. Et ma question est la suivante. Comment est-ce que vous estimez la forteresse de cette amitié actuellement et qu'est-ce que vous pourriez dire au Premier ministre Narendra Modi? Par rapport au Premier ministre Modi, si j'ai bien compris votre question. Tout à fait. Vous savez, le monde change très très vite. Les vitesses de l'évolution augmentent. C'est ce que tout le monde voit très bien. La configuration change. De nouveaux centres de force apparaissent. Nous avons la nouvelle configuration et la répartition de ces forces. Et dans ces conditions, ce qui est extrêmement important, c'est la stabilité entre de grands pays. C'est extrêmement important parce que cela crée une certaine base de l'évolution progressive et au niveau bilatéral et dans l'ensemble en général. Donc, notre travail en commun avec M. Modi a une très grande importance, même en dehors des relations bilatérales. D'autant plus quand cela concerne directement nos pays, la stabilité dans certaines industries de notre interaction est extrêmement importante parce que cela nous garantit les
objectifs à atteindre que nous sommes fixés. En plus, le Premier ministre Modi, devant lui-même et devant le gouvernement, le pays, se fixe déjà des objectifs et des tâches extrêmement complexes. Parce que cela a une importance très importante, même au niveau de nos relations bilatérales. Et chaque fois, pendant nos rencontres, nous sommes en train de discuter si on fait cela ou l'autre dans différentes filières. Et je pourrais faire la liste, mais nous avons vraiment beaucoup d'axes pratiques de notre interaction. Mais avant de passer à la question suivante, si vous permettez, une question très brève et très intéressante. Quand vous vous êtes vu pendant le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, quand nous avons vu les images qui montrent vous balader ensemble, est-ce que cela a été planifié d'avance? Comment cela s'est passé? Surtout, qu'est-ce que vous avez discuté quand vous étiez en voiture? Ce n'était pas planifié d'avance. Nous étions en train de discuter des questions quotidiennes. Juste ma voiture est arrivée. Nous avons décidé en tant qu'amis et camarades de prendre la même voiture. Il n'y avait rien de compliqué, rien de spécifique prévu. Comme des camarades, comme des amis, on a pris la même voiture où nous avions discuté des sujets parce que nous avons toujours des choses à discuter. D'autant plus, la conversation a duré d'autant plus parce que nous n'avons même pas réussi à quitter opportunément la voiture. Et rien de particulier, mais cela témoigne encore une fois du fait que nous avons des sujets à discuter qui représentent un grand intérêt pour nous, les deux. Absolument vrai. Monsieur le Président, le fait que vous allez visiter l'Inde, cela va permettre aux deux leaders et de consolider les garanties. Quelles déclarations est-ce que nous pourrions attendre en parlant des technologies, du commerce à accroître? Quelles sont les déclarations attendues au cours de votre visite en Inde? Je vous pose cette question parce que le monde, et vous comprenez de qui je parle, va suivre ce que vous allez faire et déclarer. Et rien de particulier dans le fait que le monde va suivre notre visite parce que l'Inde, c'est un pays énorme dont la population dépasse 1,5 milliard de personnes et 7% de la croissance économique, c'est considérable. Et en plus, M. Modi a réussi. Il a acquis ce résultat et dont le peuple indien peut être fier, et lui aussi, comme le leader du peuple indien. Bien sûr, il y a toujours des critiques qui pensent qu'on pourrait faire et agir de la meilleure façon, mais quand même, c'est le résultat. Et nous avons tout un projet de notre coopération dans différentes filières. Et évidemment, ce qui est le plus important, ce qui vise le futur. Je parle de haute technologie et nous coopérons avec l'Inde sur tous ces axes, dans l'espace, dans le domaine énergétique du nucléaire aussi, l'énergie nucléaire, où nous réalisons l'un des projets d'envergure, la construction navale, l'aviation. Cela veut dire nous avons beaucoup d'axes qui visent le futur. Par exemple, aussi l'intelligence artificielle, entre autres. Peut-être nous allons revenir à ce sujet. Mais c'est l'une des technologies clés du futur qui transforme le monde devant nos yeux parce que cela accroît de plusieurs fois. Mais quand même, cela crée aussi des défis. Donc, tous ces sujets font partie de notre discussion, ce qui représente, et comme le Premier ministre Modi le pense, et moi aussi, ce qui représente la valeur la plus haute. Et ce que nous allons suivre aussi au niveau administratif. Est-ce que vous avez des accords concrets à signer? Oui, bien sûr. Je pense que c'est un peu précoce d'annoncer. Évidemment, tout cela sera fait au cours de ma visite. Cela sera représenté et aussi présenté pour le grand public parce que nos collègues doivent finaliser et valider finalement. Et si vous permettez, je propose de passer au domaine de l'énergie. En ce qui concerne la stabilité au niveau commercial, il y a une grosse pression sur l'Inde et la Russie quand il s'agit du pétrole parce que l'Inde a souffert à cause de la pression de la part de l'Occident. Comment est-ce que nos pays puissent faire
faire face à la pression des sanctions de la part de l'Occident. La pression dont vous parlez, très souvent, le plus souvent, il s'agit de l'utilisation des outils politiques dans une lutte habituelle compétitive, et notre coopération dans le domaine énergétique avec l'Inde n'est pas liée avec la conjoncture actuelle politique, même avec les événements tragiques en Ukraine. En ce qui concerne les hydrocarbures, nos opérateurs, il y a bien longtemps, avant ces événements en Ukraine, ils avaient établi de très bonnes relations de confiance et aussi des contacts qui fonctionnent très bien dans le domaine économique. Notre grande société a acheté, comme il est bien connu, une raffinerie en Inde. C'était l'une de très bons exemples où nous avons investi plus de 20 milliards de dollars en Inde. Et actuellement, nos sociétés font évoluer cette entreprise en réussite avec le partenariat, et l'Inde est devenue l'un des plus grands fournisseurs de produits pétroliers sur le marché européen. Il s'agit non seulement des remises, parce que ce sont des relations qui s'étaient établies depuis longtemps, pendant de longues années. Évidemment, ça a commencé à déplaire à quelques-uns. Le fait que l'Inde, grâce à la coopération avec la Russie, occupe des places leaders sur l'arène mondiale, ils ont commencé à réfléchir comment on pourrait fermer ces opportunités pour l'Inde par des outils artificiels et pas des obstacles imposés. Mais s'agissant de la défense, l'Inde continue, donc est à 38% du marché russe. Ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes gêné par les sanctions des États-Unis ou est-ce que comment planifiez-vous? Est-ce que vous allez vous replier ou est-ce que vous allez pousser plus fort? Je pense que l'Inde et le monde entier ont vu qu'on ne peut pas parler avec l'Inde de cette façon, surtout de la même façon comme l'Inde était traitée il y a 70 ans. L'Inde, c'est une grande puissance, ce n'est pas une colonie anglaise. Et évidemment, tout le monde doit prendre en considération ce fait. Et le chef du gouvernement indien, M. Modi, ce n'est pas une personne qui ne peut pas résister à la pression, et le peuple indien peut être fier du leader. Il s'agit de la position absolument claire. Il ne s'agit pas d'une position de confrontation. Nous travaillons tout simplement dans le but de protéger nos intérêts légaux. Et ce que l'Inde fait aussi, où sont les obstacles? Il y a quelques difficultés au niveau des paiements réciproques, mais vous avez déjà entendu parler du fait que plus de 90% de paiements se font en devise nationale, mais quand même, il y a des problèmes à résoudre, mais aussi nous avons des solutions, surtout grâce à nos systèmes d'échange d'informations financières entre la Banque de Russie et de l'Inde. Ce travail évolue, et ceux qui essayent de limiter l'interaction dans le domaine économique de la part des tiers, évidemment, ce sont eux qui font face et aux pertes de leur côté. Je pense que quand finalement ils vont comprendre pleinement ce fait, cette pratique de pression en dehors va s'arrêter. Trois questions spécifiques. Au cours des opérations, donc les armes que vous avez envoyées, que la Russie nous a envoyées, ont été extrêmement efficaces. Les 5 S-400, etc. La deuxième question est la suivante. Sur les S-500, le système d'armement le plus sophistiqué, donc 5e génération de jets, comment allez-vous faire les mises à jour de cela? Quelles sont les dernières informations? Vous êtes vraiment expert. J'imagine comme si nous sommes en train de négocier la coopération militaro-technique, mais en parlant de la façon substantielle, l'Inde
C'est l'un de nos partenaire le plus crédible de confiance dans ce domaine, parce que nous vendons tout simplement quelque chose à l'Inde, et l'Inde achète quelque chose dans le domaine de défense. Non, nous avons un autre niveau, une autre qualité de relation. Et c'est extrêmement important pour nous, une grande valeur pour nous et pour l'Inde aussi. Pourquoi? Nous nous vendons tout simplement parce que nous sommes en train d'échanger les technologies. Et c'est un exemple extrêmement rare dans le domaine de la coopération militaire technique qui témoigne du niveau de confiance entre nos États, je dirais plutôt entre nos peuples, parce qu'il s'agit d'un grand éventail de différents produits. Il s'agit de la construction navale, construction de missiles, l'aéronautique. Vous avez cité tout à l'heure Sukhoi 57. Mais l'Inde bénéficie d'autres avions dans notre production aussi. Et la production du matériel blindé, parce que l'Inde produit nos chars de combat T-90 et je peux vous rassurer que ce sont parmi les meilleurs chars de combat dans le monde entier, surtout en comparaison avec Abrams. En plus, tout cela est produit dans les entreprises de l'Inde. Et ce que le Premier ministre Modi fait aussi. Oui, aussi Kalachnikov, ce sont des armes importantes, c'est évident. Mais tout à l'heure, nous avons parlé de haute technologie, extrêmement haute de l'industrie. Et compte tenu de l'expérience de l'utilisation de certaines armes, surtout dans les conditions de combat, leur valeur a augmenté de plusieurs fois. Et maintenant, les spécialistes militaires de l'Inde, je sous-entends les contacts avec nos militaires, ils comprennent comment et dans quelles conditions quel type d'armes fonctionne de la façon efficace et comment il faut les utiliser. Ce qui est extrêmement important, cette compréhension chez les spécialistes. Et cette compréhension existe du côté russe et du côté de l'Inde. Merci. Président, je voudrais revenir à la question du pétrole, parce que vous avez parlé d'une autonomie stratégique dont l'Inde a parlé. L'autonomie stratégique décide des intérêts de l'Inde. Mais est-ce que l'Inde a réduit ses importations de pétrole après les pressions de l'Occident? Vous savez, nous avons quelques réductions au niveau de l'échange commercial pendant les premiers 9 mois de cette année, mais il s'agit plutôt d'une correction. Mais dans l'ensemble, l'échange commercial se trouve à peu près au même niveau qu'on par le passé. Je ne peux pas vous citer pour l'instant les chiffres exacts, mois par mois, mais le commerce au niveau des produits pétroliers et du pétrole et la production de ces produits pour les consommateurs, je parle des consommateurs du pétrole russe, évolue de la façon rythmique. Et aussi, je le sais de la part des partenaires des sociétés russes, ils considèrent que leurs contingents indiens, ce sont des gens très sérieux et très fiables. L'autre aspect important s'agissant de la coopération de l'Inde et de la Russie, c'est la question nucléaire. La Russie a été l'un des fournisseurs les plus importants s'agissant des structures nucléaires pour l'Inde. Y a-t-il des annonces importantes sur cette question, puisque c'est une question très sensible pour la Russie? Il y en a. C'est vrai, nous sommes l'un des plus grands acteurs, comme vous avez dit, mais au sérieux, nous ne sommes pas les acteurs. Nous sommes producteurs des armes les plus nouvelles, surtout des productions pour les centrales nucléaires. La société russe Rosatom, par rapport aux autres sociétés dans le domaine nucléaire, construit le plus d'unités centrales à l'étranger. 22 unités nucléaires. Kudamkulam, la station nucléaire extrêmement connue, et elle est le leader dans ce domaine. Il s'agit de grandes unités qui fonctionnent efficacement, et je répète encore une fois, ils ont démontré leur efficacité, surtout du côté extrêmement positif, mais quand même, il y a aussi des nouvelles. De quelles actualités il s'agit?
Tout d'abord, la Russie, apparemment, c'est le seul pays qui est capable de produire et produit des stations électriques nucléaires de petite puissance qui opèrent déjà en Russie. Ça veut dire que nous sommes capables de le produire sous forme de surface, sur mer et aussi par terre. C'est un très bon exemple qui peut être utilisé efficacement sur certains territoires. Ce n'est pas nécessaire de construire de grandes centrales nucléaires et après créer des réseaux qui vont alimenter des consommateurs à partir de ces centrales. Et surtout, dans les zones difficilement accessibles, on peut construire de petites centrales. C'est beaucoup de collaboration et de coopération. Mais que pensez-vous que sera la réaction du président Trump à tout cela? Vous savez, ni moi, ni le Premier ministre Modi, malgré le fait que nous sommes face à une certaine pression de la part des pays, et je tiens à souligner, nous construisons jamais notre travail contre qui que ce soit. Le président Trump a sa propre politique, a ses propres objectifs et nous sommes en train de résoudre nos propres objectifs, nos propres tâches pour protéger nos intérêts russes et indiens. Et ça nuit personne dans notre travail. Et les leaders des autres pays doivent prendre en considération. Président, s'agissant de M. Trump, ma deuxième question le concerne parce que récemment, il a dit que si on achetait du pétrole de la Russie et qu'on finançait la guerre de la Russie, comment caractérisez-vous M. Trump et les États-Unis d'Amérique? Moi, je ne donne jamais des caractéristiques à mes collègues, à mes homologues, surtout par rapport à avec qui j'avais travaillé par le passé, surtout par rapport aux leaders qui sont en train d'exécuter leurs obligations, surtout par rapport aux promesses au cours des élections. En ce qui concerne les achats des produits énergétiques russes de la part de l'Inde, je l'ai déjà dit, je réitère, les États-Unis jusqu'à présent continuent à acheter le fusil, le carburant nucléaire pour les centrales nucléaires américaines qui fonctionnent aux États-Unis. Et si les États-Unis continuent à l'acheter, pourquoi l'Inde serait privée de ce droit? Cela veut dire que c'est une question à étudier en détail. Nous sommes prêts à en discuter avec le président Trump. Mais vous avez été extrêmement aimable. Vous dites que vous ne caractérisez pas M. Trump, mais lui le fait. Cela dit, il a en quelque sorte instrumentalisé les droits de douane. Que pensez-vous que les deux pays devront faire face à l'administration Trump? Il mène sa politique. En plus, il a ses propres conseillers. Ce n'est pas au hasard, ce sont des conseillers qui considèrent que cette politique tarifaire à mener, surtout qui sous-entend l'imposition de tarifs supplémentaires sur leurs contingents, c'est utile pour l'économie américaine. Mais nos experts pensent qu'il y a certaines menaces dans ce contexte, mais c'est le choix du pays, dans tel ou tel pays. Quelle politique économique il faut mener? Nous ne l'avons jamais fait et nous pensons le faire. Nous avons la politique ouverte et nous espérons que finalement, toutes les violations liées aux règles de l'Organisation internationale du commerce seraient levées. Très bien. Président, les choses ont un peu changé entre les États-Unis et la Russie. Le fait que là, nous aurions aimé être dans un trou de souris lorsque vous avez rencontré M. Kushner et Witkoff. Que s'est-il passé?
C'est précoce d'en parler et je ne pense pas que ce serait intéressant d'en écouter parce qu'en fait, la rencontre a duré plus de 5 heures et c'était même pour moi à New York, mais quand même, c'était utile. 5 heures, elle a dû. 5 heures, absolument. Avec M. Kouchner et M. Witkoff. Oui, et moi tout seul. Imaginez-vous, c'est n'importe quoi, tout seul devant eux. Mais si on parle au sérieux, cette rencontre était très utile parce que ce que nos collègues américains avaient ramené était d'une telle façon basé sur nos accords. Avant ma rencontre en Alaska, d'une telle façon, nous avons abordé ces sujets à Anchorage. Mais le fait que les Américains ont ramené cette fois-ci, nous ne l'avons pas vu et nous avons été obligés de parcourir point par point. Et cela a pris une si longue période. Autant de temps. C'est une conversation utile, substantielle et très concrète. Est-ce que je pouvais poser des questions quels sont les points particuliers sur lesquels vous n'êtes pas d'accord? Quels sont les points de désaccord particuliers qui empêchent d'aller de l'avant? Est-ce qu'il y en a? Oui, de telles questions, il y en avait, et nous en avons discuté, mais ce travail est une mission complexe que M. Trump avait assumée, et je l'avoue, sans aucune ironie, parce que le fait d'attendre que les partis au conflit puissent partager un consensus, ce n'est pas une mission facile. Mais le président Trump, et j'en suis sûr, essaie de le faire. C'est pour ça que nous avons parcouru point par point hier pendant la rencontre. Et parfois, nous avons dit, ce sont des choses à discuter. Et ces éléments, nous ne pouvons pas les accepter, surtout dans ce contexte que nous avons travaillé. Et dire actuellement ce qui concrètement nous arrange pas ou ce que nous pourrions accepter, je pense que c'est un peu précoce pour l'instant. Cela pourrait violer le mécanisme et le schéma de travail que M. Trump essaie d'organiser. Il s'agit de la diplomatie. Et parce qu'ils avaient déjà abordé ces sujets avec les représentants ukrainiens après les Européens. Ensuite, ils sont venus chez nous. Et à nouveau, ils ont des rencontres avec les Ukrainiens et les Européens. Et je pense qu'il faut s'inclure dans ce travail. Donc, vous pensez que le plan de paix en 28 points n'est pas sur la table? Exactement, c'est cet élément à discuter parce qu'ils ont divisé en plusieurs éléments. D'abord 27, ensuite en 4 paquets. Et ils nous ont proposé de discuter des 4 paquets. Nous y reviendrons, mais nous essayons de comprendre comment les choses se passent. Mais que s'est-il passé en Alaska? Vous avez rencontré le président Trump. Que s'est-il passé? Est-ce que vous avez pu voir clairement ses intentions? Oui. Oui, on avait le sentiment, mais pas tout simplement le sentiment. J'ai aucun doute que M. Trump a une envie sincère. Et je ne peux pas parler des raisons de cette envie. Ce qui explique cette envie sincère, mais c'est sûr que cela existe chez les États-Unis et chez M. Trump. Et il a sa propre compréhension. Pourquoi il faut finaliser tout cela et le plus vite possible. Ensuite, pour des questions humanitaires, je pense sincèrement que c'est l'un des motifs incitants du comportement de M. Trump à ce sujet, parce qu'il dit tout le temps, j'en suis sûr sincèrement, qu'il veut minimiser les pertes. Et je pense qu'il se base sur ces réflexions humanitaires, mais quand même aussi, il y a d'autres motifs économiques et politiques. Donc, je pense que les États-Unis aspirent à trouver cette solution. Très bien. Il a parlé des intentions, vous avez raison. Il a dit qu'il voulait mettre fin à la guerre, il a parlé de sa déception du fait qu'il n'arrivait pas à un cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan. Mais est-ce que vous pensez que Trump est un faiseur de paix?
En ce qui concerne les situations en Ukraine, oui, je tiens à répéter, et j'en suis sûr, qu'il aspire sincèrement à trouver une solution de paix. Je tiens à souligner, les États-Unis pourraient avoir différentes raisons pour l'aspirant, aussi de caractère humanitaire, de la part personnellement de M. Trump, parce qu'il aspire à mettre fin aux hostilités, mais aussi il pourrait avoir un intérêt politique de mettre fin à l'opposition entre la Russie et l'Ukraine, et aussi celle économique et dans le domaine énergétique aussi, et dans d'autres domaines aussi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'axes où la restauration des relations économiques entre les États-Unis et la Russie serait bénéfique pour les deux côtés. Je ne veux pas en parler, mais je pourrais vous montrer quelques lettres de grandes sociétés américaines et il ne faut pas oublier qu'ils existent, c'est sûr. Le fait que ces lettres existent et ces sociétés américaines, ils existent, ils attendent la fin de ces problèmes. Ils veulent le faire, mais il ne faut pas oublier ce fait. Mais rien d'extraordinaire, regarde. Qu'est-ce que vous avez entendu? Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent revenir chez nous. C'est pour ça. Et aussi le gouvernement indien dit correctement, il ne faut pas quitter. Mais comment Trump va faire les appels d'offres? Est-ce qu'il va venir avec des entreprises? C'est quelque chose de... Non, vous n'avez pas très bien compris. Nous avons les lettres provenant des sociétés américaines qui nous avaient envoyées d'avance où ils demandent de ne pas les oublier parce que ce sont nos partenaires. Ils ont été obligés de nous quitter. Ils ont juste l'envie et le signal politique de revenir chez nous. Et cette conversation devient extrêmement intéressante parce qu'il y a beaucoup de points saillants et c'est très intéressant de parler avec vous. Mais maintenant, nous allons passer à quelque chose de très sérieux. C'est la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. À votre avis, qu'est-ce qui constituerait une victoire pour la Russie dans cette guerre? Quelles sont les lignes rouges? Parce que vous avez, et je vous cite, vous avez dit clairement que la Russie déposera les armes seulement si Kiev se retire des territoires revendiqués par la Russie. Qu'en est-il? Il ne s'agit pas de la victoire que vous avez mentionnée tout à l'heure. Il s'agit du fait que la Russie essaie de protéger, il va le réussir à protéger ses propres intérêts, à protéger ces gens qui vivent là-bas, à protéger nos valeurs traditionnelles, la langue russe et les autres valeurs. Il s'agit de la protection de la religion qui existe depuis des siècles sur ces territoires. Parce que ce n'est pas un secret, vous le savez, que l'Église orthodoxe russe est pratiquement interdite en Ukraine, parce que les cathédrales et les églises sont détruites et les gens sont chassés. Je ne parle même pas de l'interdiction de la langue russe en Ukraine. Et le reste. Tout cet ensemble des questions qui existent, et je tiens à rappeler, ce n'est pas nous qui avons commencé cette guerre. L'Occident a favorisé et a favorisé aussi le coup d'État et qui a été suivi par les événements en Crimée et ensuite à l'est de l'Ukraine, dans le Donbass. On n'en parle même pas, mais ça fait 8 ans que nous avons essayé de résoudre ces éléments par la voie pacifique et nous avons signé les accords, ce qu'on appelle les accords de Minsk, à Minsk, en espérant que par des moyens pacifiques, nous pourrions régler ce problème. Et par la suite, en Occident, les leaders ont dit qu'ils n'avaient pas voulu respecter ces accords. La seule raison pour laquelle ils avaient signé, c'était juste le temps pour l'Ukraine de s'armer et continuer la lutte armée contre nous. Et après 8 ans de la destruction, l'annihilation des gens qui vivent dans le Donbass, et personne ne se rappelle tous ces éléments dans l'Occident.
Nous avons été obligés de reconnaître ces républiques et par la suite à leur fournir le soutien et le début de l'opération militaire spéciale. Et ce n'est pas l'initiation de la guerre, c'est la tentative de mettre fin à tout cela, ce qui se passe. Et c'est ça le fond de tout ce qui se passe actuellement. Et nous allons finir au moment où nous allons décider que les objectifs fixés devant le début de l'opération militaire spéciale sont atteints. La libération de ces territoires. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la fin du jeu pour Vladimir Poutine en Ukraine? Mais je viens de le dire. Nous avons reconnu, en fait, écoutez, nous n'avons pas reconnu pendant 8 ans les républiques autoproclamées. 8 ans. Ils ont proclamé l'indépendance et nous avons essayé en parallèle de régler les relations avec ces républiques et l'Ukraine en parallèle. Et quand nous avons compris que ce n'était pas possible, ils étaient en train d'être détruits et nous avons été obligés de reconnaître ces républiques, surtout dans le cadre des frontières administratives qui existaient même à l'époque soviétique. Et après, pendant l'époque de l'Ukraine indépendante, une fois que l'Ukraine est devenue indépendante, dans le cadre des frontières administratives. Et dès le début, nous avons dit à l'Ukraine, retirez vos troupes, parce que les gens ne veulent pas battre, parce que les gens ont voté pendant le référendum. Et nous avons demandé à l'Ukraine de retirer les troupes et aucune hostilité pourrait avoir lieu. Non, ils n'ont pas voulu, ils ont préféré la guerre. Et finalement, vous voyez le résultat de ces actions par la voie armée, soit nous allons libérer ces territoires, soit les troupes ukrainiennes vont quitter ces territoires et vont arrêter de tuer les gens. Juste passer une dernière question pour mars 2014. En mars 2014, au cours de l'annexion de la Crimée, vous avez parlé au Conseil des fédérations, vous avez dit que Kiev était la mère de toutes les villes russes. Qu'est-ce que vous vouliez dire? J'ai rien inventé de ma part personnellement parce qu'il s'agit des faits historiques. L'État russe, dès le début, était basé sur plusieurs centres. Tout d'abord, la première capitale, si on peut le dire, sur le plan historique, c'était aux alentours de la ville au nord-ouest, dans le cadre de la ville Novgorod. Par la suite, la souveraineté est passée dans la ville Veliki Novgorod et par la suite vers Kiev. C'était l'ancienne Russie. Et depuis ce temps, on appelait Kiev la mère des villes russes. Ensuite, l'histoire a évolué de telle façon que nous avons vu la désintégration de l'ancienne Russie sur le plan et dans le contexte de l'ancienne Russie unie avec le nouveau centre à Moscou qui a commencé à évoluer. L'autre partie est restée sous l'influence des autres États. Je parle des parties à l'ouest, de certains territoires. Ils ont créé un certain État avec Lituanie, par la suite avec la Pologne et une certaine partie de l'ancienne Russie s'est retrouvée sous Pologne et à la fin du XVIIIe siècle a demandé de revenir en Russie. Président, le fait que vous mentionniez l'histoire m'amène à ce qui a été fait et ce que j'ai fait pendant le conflit. Je suis allé à Kherson, à Zaporijia, à Donetsk et je me suis rendu compte qu'il y avait que les russophones étaient très déçus, mais ils étaient aussi un peu choqués de ce qui se passait ensuite. J'ai parlé à des gens qui étaient extrêmement choqués. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes, aux personnes à l'est de l'Ukraine, aux familles en Russie qui quotidiennement doivent aller d'Ukraine en Russie? Qu'est-ce que vous leur dites? J'ai pas très bien compris la question. Choqués par quel fait? Parce qu'ils étaient choqués du fait qu'il y avait une opération en cours et que leur maison était détruite parce qu'ils aimaient, bien qu'ils vivent en Ukraine, ils aimaient la Russie.
La réponse est très simple. Ils vivaient dans la partie ukrainienne ou de l'oblast de Lugansk et de Donetsk qui était contrôlée par les autorités ukrainiennes. Mais la partie de Lugansk, de la région de Donetsk, qui n'était pas sous contrôle, était détruite par le régime de Kiev. Et nous avons été obligés de commencer à fournir l'assistance à cette partie qui a proclamé son indépendance, premièrement. Et deuxièmement, nous avons donné la possibilité aux gens de se prononcer ouvertement au cours du référendum. Et ceux qui ont considéré de rester avec la Russie, et les autres, ils étaient libres de partir dans d'autres parties de l'État ukrainien. Ce n'est pas nous qui avons décidé. Que faites-vous du président Zelensky? L'Union européenne lui avait promis l'adhésion, l'OTAN l'adhésion, et plus rien aujourd'hui de tout ça ne tient. Quand ce monsieur est venu au pouvoir, il a déclaré que par tout moyen, il va aspirer la paix et même sa carrière, il était prêt à sacrifier. Mais comme nous voyons, ça a un autre caractère, notre vue. Et comme ses prédécesseurs n'avaient pas pris en compte les intérêts du peuple, par contre, d'un petit groupe des nationalistes, et en fait, décident leurs propres tâches. Et ce régime, au niveau de sa mentalité, ressemble beaucoup au régime nazi, parce que la forme extrême de nazisme, néonazisme, c'est pratiquement la même chose. Ce sont des notions pratiquement les mêmes. Et finalement, il ne s'agit que de hostilités de la part de ce régime. Et même ici, eux, ils n'ont pas réussi beaucoup. J'ai déjà dit, l'essentiel pour eux, c'est qu'il faut comprendre que le meilleur moyen de résoudre ce problème, de se mettre d'accord par des moyens pacifiques, et sur ce que nous avons essayé de négocier avec eux en 2022. Mais ce qu'ils essaient de faire, ils pensent faire, c'est à eux, il faut poser la question. C'est intéressant de voir ce qu'ils ont à dire lorsque le processus de paix va avancer. Mais l'expansion vers l'est de l'OTAN, c'est faite. Ma question est la suivante. Est-ce que l'expansion de l'OTAN constitue une vraie menace ou juste un prétexte pour ce que vous pensez fait partie de la Russie, ou ce sur quoi vous voulez le contrôle? Vous parlez, est-ce que finalement les questions de langue russe ne sont pas véritablement les vraies questions? Écoutez, l'OTAN, c'est un sujet à part. La langue russe, la culture russe, la religion, et même les questions concernant les territoires, ce sont des sujets importants. C'est une chose, mais l'OTAN, c'est à part. On ne demande rien d'exclusif. Tout d'abord, il s'agit des accords communs selon lesquels la sécurité d'un pays ne peut pas être assurée au détriment de la sécurité d'un autre pays. C'est une théorie qui n'est pas très claire, mais je peux vous expliquer très simplement. On dit que chaque État, même l'Ukraine, a le droit de choisir les moyens de sa protection pour garantir sa sécurité. Est-ce que c'est correct? Oui. Est-ce que nous l'avons refusé à l'Ukraine? Non. Mais cela ne devrait être pas fait au détriment de la sécurité de Russie, parce que l'Ukraine pense qu'il veut adhérer à l'OTAN. Et nous disons que cela menace nos intérêts. Il faut trouver un certain moyen pour garantir votre sécurité. Il ne serait pas menacé, nous, premièrement. Deuxièmement, nous insistons sur rien. Nous demandons absolument rien qui pourrait surgir par surprise. Nous insistons sur le fait qu'il faut respecter les promesses qui avaient été données
à nous par le passé. Ce n'est pas hier que nous les avons intentés, parce que tout cela avait été promis à la Russie, même à l'Union soviétique dans les années 1990. Qu'on pousse à l'Est, l'OTAN va se propager et par plusieurs vagues, et finalement, l'OTAN a atteint pratiquement l'idée, l'Ukraine à l'intérieur de l'OTAN. Cela ne nous arrange pas du tout, cela nous menace. Il ne faut pas oublier parce que l'OTAN, c'est un bloc militaire et politique. Et si je ne me trompe pas, d'après l'article 5 de l'accord de Washington, cela représente une menace pour nous. Et personne ne veut nous prendre en considération. En plus, il y a une autre circonstance. Quand la Russie a acquis son indépendance, il n'y a pas beaucoup qui se rappellent, mais le premier document concernant l'indépendance, c'est la déclaration de souveraineté ukrainienne. C'est la base de l'indépendance ukrainienne, de la souveraineté ukrainienne actuelle, et qui décrit que l'État ukrainien, c'est un État neutre. Est-ce que ce n'était pas aussi la base de ce qui s'est passé lorsque vous avez décidé d'annexer la Crimée avec un seul port, un port stratégique très important pour la Russie, et la Russie n'en faisait plus partie? Aujourd'hui, l'Occident dit que c'était la raison, et je cite, de l'isolement de la Russie. Nous n'avons pas eu besoin de récupérer un port important en Crimée, parce que c'était le nôtre. Et notre marine, selon l'accord avec l'Ukraine, était déjà stationnée dans ce port militaire de Sébastopol. En fait, c'est un fait. Après la désintégration de l'Union soviétique, notre flotte, notre marine est restée là-bas. C'est extrêmement important, mais ce n'est pas la raison. Nous n'avons pas annexé la Crimée. Je tiens à souligner ce fait. Nous sommes juste venus à aider les gens qui voulaient partager leur vie et leur destin, qui n'étaient pas ceux qui avaient fait le coup d'État à Kiev, les nationalistes. Est-ce que quelqu'un leur a demandé l'avis? Parce que l'Ukraine est devenue indépendante après la désintégration de l'Union soviétique, historiquement. Mais nous partons du principe que nous habitons dans un État démocratique, mais s'il y a des coups d'État qui arrivent avec des conséquences qui ne sont pas claires, nous ne pouvons pas les accepter, nous ne pouvons pas vivre de cette façon. Nous avons vu apparaître une menace, pas seulement tout simplement une pression, mais une menace de destruction des gens de Crimée. Nous sommes venus pour les aider. Et ceux qui pensent autrement, que la Russie pourrait agir autrement, ils se trompent beaucoup. Nous allons toujours protéger nos intérêts et nos gens. Alors, j'aimerais poser une question très brève avant de passer à la suite. Est-ce que vous voulez revenir au G8, parce qu'il y a beaucoup de reportages à ce sujet? Est-ce que c'est ce que la Russie souhaite? Non. C'est une réponse intéressante, monsieur, et très claire. Oui. En fait, à un moment donné, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi-même, j'ai arrêté d'y aller. Premièrement, deuxièmement, c'est pas très clair pourquoi les pays qui font partie du G7, pourquoi ils s'appellent G7. Qu'est-ce qu'il y a rien quoi d'important il n'existe? Au niveau de parité d'achat, l'Inde occupe la 3e place, mais au niveau de parité d'achat, le Royaume-Uni, ce n'est pas la même chose du tout. Si je ne me trompe pas, le Royaume-Uni occupe la 10e place ou même
autres. Donc, évidemment, il s'agit des pays où il y a des bases très solides avec des économies très développées, sauf que d'une année à l'autre, leur part dans l'économie mondiale se rétrécit comme la peau. Et ce sont des tendances bien évidentes qui existent et ça va continuer dans ce sens-là, apparemment, au moins à cause de la politique trompeuse, si je le dis correctement, qui est menée par des autorités de plusieurs de ces États. Quand nous voyons la récession économique en Allemagne, ce qui est évident, en France, la situation est complexe aussi, qui se trouve sur la seuil de récession économique, qui est ce que nous voyons dans d'autres pays. Mais néanmoins, le G7, c'est une plateforme importante où ils travaillent, où ils discutent entre eux, décident quelque chose. Ils peuvent le faire, évidemment, mais je tiens à réitérer, c'est moi-même qui ai arrêté d'y aller. Et ce n'était pas lié avec les événements en Ukraine. C'était lié avec d'autres événements. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En plus, nous avons informé nos partenaires américains de ce fait. Au cours de cette réunion, Entre autres aussi, au cours de cette rencontre aussi. avec M. Witkoff. Oui, nous avons abordé ce sujet, entre autres. Oui, c'est quelque chose de très important. Est-ce que Je ne pense pas que ce soit si important, mais si c'est vous qui posez cette question. Pour revenir, je voulais mettre les choses en perspective avant d'aller de l'avant. Vous venez de nous dire que lors de votre dernière rencontre avec M. Witkoff, vous ne vouliez pas revenir au G8 et vous avez dit catégoriquement que vous n'étiez pas intéressé. Non, ce sujet a surgi tout simplement, naturellement. Et j'ai expliqué à M. Witkoff pourquoi j'ai arrêté de visiter ces événements. Ce n'était pas présenté comme une proposition. Nous avons juste abordé ce sujet, entre autres. Et je me suis rappelé un moment où j'avais arrêté d'y aller. C'était en 2012. Après les élections présidentielles en Fédération de Russie. Si je ne me trompe pas, après, j'y suis revenu, mais peu importe. Cette plateforme existe, elle peut fonctionner, mais quand même, nous voyons apparaître d'autres grandes associations internationales, par exemple l'Organisation de coopération de Shanghai, les BRICS qui continuent à fonctionner, le G20, où nous participons partout, sans aucune confrontation, mais il y a aussi un autre aspect. Regardez nos relations avec les États européens, qui ne sont pas normales, en fait. Imaginez-vous, si je viens pour assister au G8, et comment je vais discuter avec les membres du G8 s'ils n'ont pas l'envie de discuter avec moi? S'ils le veulent, évidemment, nous pouvons revenir à ce sujet. Une question très intéressante que vous avez abordée, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui vont de l'avant. Et l'autre chose, c'est que des organisations comme le G7 sont en train de perdre leur pertinence. Mais la troisième chose que vous avez dite, ce sont les BRICS. Et ma question est la suivante. Y a-t-il un nouvel ordre mondial en place? Parce que vous avez parlé de la Chine, vous avez parlé du G7, vous avez parlé et aujourd'hui, donc il y a le RIC, l'Inde, la Russie et la Chine. Le RIC. Que voyez-vous dans ce monde? Quels seront les pôles centraux de ce monde multipolaire? Vous m'avez demandé si le monde change, si le nouvel ordre mondial... Le monde change constamment. La vitesse de transformation est différente, mais le monde change tout le temps. Actuellement, la vitesse de cette transformation est très élevée. Nous le voyons, nous le sentons, et je l'ai déjà dit. Et tout d'abord,
ce que nous voyons des processus de caractère économique qui se tiennent, qui ne sont pas liés avec les événements en Ukraine ou dans d'autres locations chaudes. Nous pouvons mettre même 1 heure pour en discuter. Ce serait un grand plaisir pour moi. Mais je pense que vos téléspectateurs seraient mieux par nos discussions entre nous, qui vont durer plusieurs heures. Mais le fait, c'est le fait. Nous voyons apparaître de nouveaux centres de développement rapide, développement, évolution forte. Il s'agit des pays du Sud. En plus, l'Asie du Sud, non seulement l'Inde, l'Indonésie en évolution rapidement, presque 300 millions de personnes. Évidemment, ce n'est pas 1,5 milliard comme chez vous, mais quand même, c'est un pays qui évolue rapidement. Je tiens à répéter encore une fois, l'Afrique qui se développe beaucoup et en plus, ça va s'accélérer parce qu'en Afrique, la population est jeune. Et en plus, ce sont les gens qui vont former le futur. Ils vont essayer d'atteindre un niveau élevé de vie. Il s'agit de rythme de transformation de l'économie mondiale qui ne va que s'accroître. En plus, on nous dit toujours que ces derniers temps, quand la Russie est en train d'ajuster ses relations avec le Sud global, avec l'Asie, non, c'est pareil. C'est ce que nous faisons depuis les années 2000. Président, cette image a fait le tour du monde. Il y a Poutine, Xi Jinping et Modi. 3 nations ensemble. Et ça a vraiment fait le tour, y compris en Amérique, sur les réseaux sociaux, etc. Mais comment vous voyez ces blocs alternatifs et comment peuvent-ils devenir une véritable force s'il y a des choses qui ne sont pas résolues entre les États membres clés de ces blocs? Le conflit existe toujours, comme par le passé. Si on prend l'exemple, la préhistoire du développement, de l'évolution, des centres, des régions principales du monde entier, peu importe quel moment d'histoire, toujours il y avait des conflits. Mais par contre, la question réside en la recherche des solutions, des procédés plus efficaces pour aboutir. Et chez nous, dans le cadre de ces grandes associations, comme par exemple les BRICS ou l'Organisation de coopération de Shanghai, nous partageons la même compréhension commune. Ce qui nous réunit, il s'agit des valeurs traditionnelles sur la base desquelles nos civilisations existent depuis des centaines ou des milliers d'années, comme par exemple la civilisation indienne. Et en se basant sur cet élément basique du passé, nous essayons d'aller vers le futur en réunissant nos efforts sans passer par des éléments de suppression. Et quand on commence à réunir les efforts, les résultats communs donnent un effet de synergie extrêmement positif et très élevé. Et c'est l'idée à laquelle nous réfléchissons tout le temps. Jamais nous nous sommes réunis juste pour réfléchir, pour devenir, pour faire un mensonge ou mettre des obstacles à quelques-uns. Parce que nous avons toujours un agenda positif chez nous. Et à mon avis, c'est important. Très bien. C'est une réponse importante, mais y a-t-il des alternatives? Parce que lorsque vous avez ces blocs, comment vous les rendez viables au niveau économique? Quels sont les systèmes de paiement alternatifs? Y aura-t-il une devise des BRICS? Ou est-ce que vous examinez les paiements en devise nationale? Ce qui nous amène à la dédollarisation. Il ne faut pas se presser. C'est pas ce qu'il faut faire. Dans ce cas-là, on ne va pas faire de grandes erreurs en parlant de l'Europe. Ils ont créé le système de l'euro.
Mais déjà à l'époque, il y avait certains pays qui n'étaient pas prêts à faire le lien avec une seule devise forte sur le plan économique, ce qui a résulté en gros problème dans le domaine social. Parce qu'on ne peut pas jouer beaucoup avec le taux d'inflation. Parce que si vous êtes lié avec une seule devise, parce que ça résulte en problème dans le domaine budgétaire ou économique. Nous n'avons pas le même objectif de créer la seule devise au sein des BRICS. C'est un processus tranquille, normal, qu'il faut résoudre sur la base des paiements en devise nationale. Il faut utiliser plus largement les possibilités de la nouvelle banque de développement des BRICS. Par exemple, nous proposons de créer une nouvelle plateforme d'investissement liée aux paiements électroniques, par exemple, où nous pourrions emprunter des capitaux à 5 milliards de dollars. Mais pour créer les conditions pour des investissements mutuels dans notre économie et aussi dans les économies des pays en développement du Sud global, je pense que c'est extrêmement important parce que ce sont des investissements qui pourraient aider, favoriser l'évolution, le développement de ces pays qui bénéficient de ces investissements. Mais cela pourrait nous aider parce qu'en commun, nous pourrions atteindre un niveau élevé de production de produits de qualité pour des prix abordables qui pourrait favoriser l'évolution des pays du Sud et du Nord aussi. Et les outils de ces paiements pourraient s'accroître parce que les moyens modernes, électroniques, par exemple, l'argent électronique ou les moyens de paiement électroniques, ils évoluent dans un rythme très accéléré. Ce n'est pas un travail contre qui que ce soit, pas du tout. Il s'agit du perfectionnement des outils qui existent déjà dans le monde. Ils existent. Quel est le rôle pour ce qui est du paiement en roupies? Il n'y a pas d'obstacle. Ce sont des questions de caractère économique. Nous comprenons parfaitement bien que nous avons un certain déséquilibre sur le plan commercial. Mais par exemple, le gouvernement indien n'impose pas de restrictions. Pourquoi? Dans notre commerce mutuel réciproque, parce qu'il a besoin de nos produits pétroliers, le gouvernement indien a besoin d'élargir aussi des engrais russes qui sont extrêmement importants pour les experts dans l'agriculture indienne. Le Premier ministre indien Modi entame toujours ce sujet. S'il vous plaît, augmentez les fournitures. Il ne s'agit pas de roupies. Qu'est-ce qui peut être acheté par nos sociétés russes grâce à ces roupies? Et non seulement le gouvernement indien y pense, et le nôtre y pense aussi, mais nous devons régler ce déséquilibre, mais pas en passant par des restrictions, mais en cherchant et trouvant des filières qui pourraient être intéressantes pour l'Inde et la Russie. Et à notre initiative, au cours de ma visite prévue, nous allons assister à l'inauguration de l'exposition de nos importateurs de l'Inde. Et je peux vous dire, c'était mon ordre direct au gouvernement russe de réfléchir ce qu'en complément, nous pourrions acheter en Inde. Et nous y réfléchissons des deux côtés et aussi de la part de la Fédération de Russie. Ce sera ma question suivante, avant de passer à autre chose. Comment équilibrez-vous l'Inde et la Chine? Parce qu'il est très clair que vous voulez de bonnes relations entre ces deux pays. Et comment faites-vous l'équilibre, sachant qu'il y a des tensions entre nous? Nous le savons parfaitement bien, l'Inde et la Chine, ce sont les amis les plus proches pour nous et ce qui est extrêmement important pour nous et nous ne pensons pas que nous avons le droit de nous ingérer dans les relations bilatérales entre l'Inde et la Chine, mais nous savons que le Premier ministre Modi et Xi Jinping essayent et trouvent les solutions même à tous les problèmes interétatiques les plus épineux.
Je le sais très bien, et Monsieur le Premier ministre Modi et le président Xi Jinping m'en parlent aussi, et les deux leaders sont préoccupés par une certaine tension en croissance, mais l'Inde met le maximum d'efforts possibles, et je le sais très bien, pour résoudre ces problèmes. Et en plus, c'est ce qu'il arrive à le faire. Et nous en sommes très ravis, mais nous ne pensons pas que nous avons le droit de nous ingérer dans les relations bilatérales. La question la plus très importante, c'est le terrorisme. Nous avons fait face à Delhi et à Belgore à deux attentats terroristes. Ma question est la suivante. Est-ce que vous voyez une double idéologie en fonction des pays sur le terrorisme? Quelle est la solution, puisque la Russie fait aussi face à des attentats terroristes? À vos yeux, quelle est la solution pour mettre fin au terrorisme face aux idéologies? Tout est très simple. En ce qui concerne le terrorisme, on peut battre pour la liberté que par des moyens légaux. Tout ce qu'il y a avec des moyens terroristes au détriment des gens ne peut pas être soutenu. Pour nous, c'est une question qui avait été tranchée il y a longtemps, que vous avez bien mentionné. La Russie, à plusieurs reprises, a fait face, au cours de sa plus neuve histoire, les actes de terrorisme les plus violents. Là-dedans, nous sommes complètement solidaires et alliés avec l'Inde, et nous soutenons l'Inde dans sa lutte contre le terrorisme. Très bien. Il y a un autre pays dans le voisinage, très important pour la Russie, important pour l'Inde, c'est l'Afghanistan. Vous êtes un des rares pays qui n'avait pas reconnu les talibans. Quels sont les intérêts stratégiques qu'il y aurait à reconnaître les talibans, sachant qu'ils n'ont pas donné l'égalité des droits aux femmes, et l'Afghanistan devient un pays qui... il y a beaucoup d'autres questions de droits de l'homme, il n'y a pas simplement les femmes. Il y a assez de problèmes dans chaque pays. Je pense qu'en Afghanistan aussi, je sous-entends qu'au cours des décennies, ce pays se trouve en état de la guerre civile, et ce qui est affreux. Mais le Taliban contrôle la situation en Afghanistan, ce qui est évident. C'est la première chose. C'est une réalité qu'il faut prendre en considération. Deuxièmement, le gouvernement afghan fait beaucoup pour faire face au terrorisme et pour battre contre les organisations terroristes, par exemple contre le Daesh et l'État islamique, et aussi les associations similaires, les bandes similaires. Et la direction afghane a réduit de plusieurs fois les territoires d'opium dans leur pays. Ils entreprennent des démarches actives pour réduire la menace du trafic de drogue. Et aussi, il y a d'autres circonstances. Et aussi, ce qui est important, pour influer sur les processus en cours, il faut rester en contact, ce que nous faisons. Une autre question. Le ministre des Affaires étrangères de l'Afghanistan était en Inde et il n'a pas été autorisé de participer à la conférence de presse. Et les femmes n'étaient pas autorisées à participer à la conférence de presse. C'est intéressant. Qu'en pensez-vous? Regardez, s'il n'était pas venu, nous ne pourrions pas influer sur ces processus. Donc, vous avez des contacts, le ministre est venu et respectivement, vous avez réagi à ce que vous avez vu, ce qui se passe actuellement. Peu ou beaucoup, mais quand même, il s'agit d'une influence sur les situations chez vos partenaires. Et imaginez-vous qu'il n'y a aucun contact. Et quoi d'autre? Ça ne va pas évoluer.
Et vous ne pourrez pas influer ou manifester l'attitude. Mais donc, vous avez cette possibilité. Le contact est beaucoup meilleur que son absence. Donc, faire pression pour le changement est très important. L'autre question, c'est Gaza. Maintenant, on sait que vous, Vladimir Poutine, avez un nouveau plan de paix pour Gaza. Trump en a un. Et quel est votre plan de paix pour Gaza? Quelles sont vos propositions? Nous ne proposons pas un plan particulier. Nous sommes toujours partis du principe que pour résoudre le problème de Palestine, il faut mettre en œuvre les décisions qui avaient été prises au cours de plusieurs années par les Nations Unies. Tout d'abord, c'est la mise en place et la création de l'État palestinien indépendant. C'est la clé pour résoudre tous les problèmes. L'autre question importante lorsqu'on parle d'Israël et de Gaza, c'est que lorsqu'il y a la question de Gaza et les Palestiniens, vous n'agissez pas exactement comme votre allié iranien a agi. Donc l'Iran se battrait davantage que le monde arabe. Vous savez, chacun de ces pays passe à ses propres douleurs et surtout est préoccupé par les problèmes du peuple palestinien. Et chaque pays essaie de faire sa contribution dans la résolution de la situation. Il y a des éléments qui se trouvent sur la surface. Le reste, parfois, est dans l'ombre. C'est une question complexe, je tiens à répéter. Ce problème n'est pas résolu pendant plusieurs décennies. On ne peut pas, à un claque de doigts, de résoudre, mais quand même, il faut aspirer à créer l'État palestinien. Et ce qui a été fait récemment, surtout par le président Trump, tout d'abord, je parle du retour des otages israéliens et Hamas a accepté ce fait. Je pense que l'essentiel qui a été fait au cours des dernières démarches visant à régler le problème. Et à mon avis, ce serait correct de réfléchir au mécanisme du pouvoir pour transférer tout le pouvoir aux Palestiniens eux-mêmes. Des hypothèses similaires existent, ils sont en train d'être discutées par les pays arabes, entre autres, et aussi par leurs voisins, aussi aux États-Unis, je le sais. Et nous, dans le cadre des Nations Unies, nous avons toujours participé à ce processus et nous allons continuer à le faire avec nos amis. Bien, Président Poutine, nous avons parlé beaucoup de géopolitique, mais parlons un peu de votre voyage. Vous venez de la communauté du renseignement. Quels sont les meilleurs services de renseignement aujourd'hui? Je suis sûr que vous allez dire la Russie, mais après la Russie, disons. Et que pouvons-vous nous dire de la CIA? Il existe quelques services de renseignement très puissants. Je parle de la CIA et je parle aussi du service de renseignement soviétique et russe. Mossad aussi, qui est israélien et est extrêmement efficace. Dans plusieurs pays du monde, il existe des traditions de mettre en place des services de renseignement spéciaux. Vous savez, je pense que pour moi, il vaut mieux ne pas partager les estimations de l'efficacité de fonctionnement des autres renseignements. Mais je suis content du fonctionnement du mien. Très bien. C'est une véritable occasion et nous voulons interagir avec vous. Nous ne comprenons pas ce qui a formé Vladimir Poutine. Vous avez parlé de quand vous travailliez en Allemagne, ensuite à Saint-Pétersbourg, Moscou, quand vous étiez au KGB, quand vous avez travaillé pour M. Yeltsin. Qu'est-ce qui a forgé le leader que vous êtes aujourd'hui? La famille.
où j'avais vécu et où j'étais né. Mes parents, mon entourage le plus proche, je pense que chacun parmi nous est forgé et formé par l'entourage le plus proche. Et par la suite, le reste, l'environnement social, les collègues, et comme vous avez bien mentionné, le travail dans les organismes de l'ordre public où la discipline est très forte, aussi la visée idéologique liée tout d'abord avec la protection des intérêts de la patrie qui est visée par le fonctionnement du renseignement soviétique et j'avais vécu pendant de longues années dans cet environnement. Sur quelques interviews, sur certaines interviews, vous interagissez avec des écoliers. Et on vous a demandé quelle est l'expérience la plus importante de votre vie et la désintégration de l'URSS. Comment cela vous a affecté et quelle est votre vision de la Russie? Influe dans le sens que nous devons toujours suivre très attentivement chacune de nos démarches et nous devons comprendre ses conséquences. C'est la première chose. Deuxièmement, et ce qui est extrêmement important, non seulement pour l'Union soviétique et pour la Russie actuellement, vous savez quelles conclusions j'avais tirées? À un moment donné, l'Union soviétique était dans un état où l'Union soviétique, présentée par les plus hauts dirigeants et par les gens ordinaires, ils partaient du principe que rien dans aucune circonstance pourrait se passer avec eux. Et là, l'état de cette grande grandeur, le pays commence à se permettre une erreur, deuxième erreur en pensant que nous sommes si grands, nous allons survivre, mais quand même le nombre d'erreurs augmente comme l'avalanche. Et c'est ce qui a résulté en désintégration. Ce que je vois, ce qui se passe dans d'autres pays du monde entier. C'est pour ça que je suis... Non, je ne vais pas les citer. Oui, vous avez parlé des erreurs Mais qui tenez-vous pour responsable de cette situation? Vous avez parlé du peuple, vous avez parlé... Mais il n'y aura jamais... Ceux qui ont pensé qu'il n'y aurait jamais de désintégration ont fait une erreur. Et s'agissant de M. Gorbatchev, qui a permis la désintégration de manière décisive de l'URSS? J'aimerais pas chercher ceux qui étaient coupables, plus ou moins. Dans l'ensemble, il y a un système qui n'était pas capable pour la vie et qui s'est créé. C'est ce qu'il faut prendre en considération. Il ne faut pas chercher les coupables, mais il faut réfléchir à la création de systèmes qui ne fait pas que de préserver de son existence, mais surtout vise à faire évoluer. Et si un système similaire est créé, il serait autonome, indépendant et efficace. Pensez-vous à une réintégration? Réintégration de quoi? Oui, intégration de l'Union soviétique? Bien sûr que non. C'est absolument exclu. Et nous ne pourrions pas partager cet objectif et ça n'a aucun sens. Il y a aussi une question du sens et du raisonnable, parce que ce n'est pas raisonnable dans les conditions contemporaines. Comment est-ce que cela pourrait changer et transformer la composition religieuse ou ethnique de la Russie? Ce n'est pas raisonnable. Vous devrez le dire aux Occidentaux qui ne cessent pas d'écrire que vous voulez le retour de la vieille Union soviétique. C'est en tout cas ce qu'ils pensent. Je ne vais pas leur dire pourquoi. Parce qu'ils ne veulent pas écouter ce qu'on leur dit. Ils ne veulent que s'écouter eux-mêmes ou partager des commentaires par rapport à ce que je dis.
Comme Gita l'a dit, les Occidentaux disent que vous voulez rebâtir les choses. Ils le font pour faire peur à leur propre population parce qu'ils abusent de leur état de monopole dans les médias internationaux. Il s'agit de la manipulation de l'opinion publique. Leur objectif, c'est de justifier leur attitude agressive par rapport à la Russie. C'est tout. Mais si vous êtes différent, comment vous, Vladimir Poutine, me résumez l'idéologie, la vie de Vladimir Poutine? Je pense que pour moi, c'est trop tôt pour dresser le bilan. On va travailler encore. Oui, ça me plaît bien, puisqu'on va parler de la longévité. Mais avant, il y a une question importante. Vous êtes en Inde. Le Premier ministre de l'Inde a eu un rôle très très important à jouer. Que pensez-vous, qui pensez-vous, quel dirigeant a fait, quels sont les premiers ministres qui ont fait la différence en Inde? Je l'ai déjà dit, mais vous m'avez demandé de faire part des caractéristiques par rapport aux autres leaders. Mais je ne pense pas que c'est très correct parce que nous travaillons actuellement avec le Premier ministre indien, M. Modi. Avec lui, nous avons vraiment des relations d'amitié et de confiance. Et dans ce sens, l'Inde a eu de la chance, sincèrement, parce que M. Modi vit l'Inde. Je pense que ce ne serait pas contre, mais je vous dis ce que je pense, ce que je réfléchis. Et donc, l'Inde a eu de la chance avec M. Modi. Et ça me fait plaisir de communiquer avec une telle personne. Première chose. Deuxièmement, il vise à consolider les relations entre la Russie et l'Inde sur différents axes, dans la défense, dans l'économie, dans l'interaction humanitaire, le développement de haute technologie. C'est intéressant de le rencontrer. Quand il est venu chez moi, nous avons partagé la même soirée devant une tasse de thé où nous avons abordé différents sujets. Et même la relation et la communication entre les gens est basique et très intéressante. J'attends avec une grande impatience cette rencontre. Je suis certain qu'il a la même admiration pour vous. Il y a la question de l'intelligence artificielle. Pensez-vous que c'est une force du chaos, une force du bien? Et où se situe la Russie dans cette guerre de l'intelligence artificielle? C'est la même chose. Comme tous les acquis du progrès, ça peut être un bien ou un mal. Mais il est évident qu'il s'agit d'une technologie transversale et qui transforme la vie, pas d'une personne concrète, et va transformer la vie de toute l'humanité dans les plus brefs délais. Et ceux qui va maîtriser cette technologie, va les utiliser de la meilleure façon, la plus efficace, va bénéficier des résultats gigantesques dans le domaine de l'économie, de défense, partout, aussi dans le domaine de l'éducation, de la science, de la médecine. Pourquoi? Parce que l'efficacité de l'utilisation des technologies basées sur l'intelligence artificielle dans toute cette sphère augmente de plusieurs fois l'effet et l'efficacité du travail dans l'ensemble. Mais ici, il y en a aussi des difficultés dont les spécialistes sont bien au courant, qui résident en fait que tout cela est basé sur le traitement d'un grand volume de données, ce qu'on appelle Big Data, qui inclut entre autres les données personnelles des différents gens. La première chose, donc, nous devons entreprendre certains efforts pour garantir la sécurité, les droits de l'homme dans le sens le plus large. Mais il y a encore une autre chose très importante. Ceux qui possèdent ces bases de données, en fait, à travers leurs opportunités, sur la base de ces technologies en évolution, peuvent créer la vision du monde. Mais vous avez parlé de la santé.
Il y a eu un moment important où vous et le président Xi Jinping, cela a été dit à juste titre, lorsque vous avez parlé de la longévité, lorsque vous avez parlé du progrès de la médecine, est-ce que vous pensez que l'immortalité est possible? Tout a sa fin, sauf que Dieu est éternel. On peut augmenter la longévité ou l'espérance, pas 5%. Il y a 77 ans, un Inde, l'espérance de vie en Inde faisait 31 ans. Et actuellement, ça voisine à peu près 70 ans. Grâce à la médecine, nous avons vu la réduction de la mortalité infantile de 4 fois en Inde et c'est le résultat avec lequel je vous félicite. Mais tout cela, c'est le résultat du fonctionnement de la médecine. Et si on utilise l'intelligence artificielle dans la médecine, et si on fait appel à l'intelligence artificielle dans la production des médicaments, surtout au niveau, par exemple, de l'ingénierie de gènes, évidemment, l'effet sera gigantesque, mais tout a sa fin. Eh bien, il y a eu récemment des génies génétiques. Comment connectez-vous les jeunes générations? Comment vous connectez-vous avec les jeunes de la Russie? Il n'y a rien de nouveau à ce sujet. Et chez nous, dans la littérature, dans l'art, cette opposition ou cette comparaison des anciennes et de nouvelles générations, des pères et des fils, c'est un sujet abordé dans notre littérature. Et ces images ont toujours existé, les relations entre les pères et les fils, il n'y a rien de nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est dans les technologies. Les messengers, Telegram, par exemple, qui sont utilisés pour influencer l'environnement de jeunesse. Mais finalement, l'environnement de jeunesse, c'est à peu près toujours la même chose. Les jeunes sont toujours plus mobiles, plus radicaux. Les gens jeunes pensent qu'ils font face à une telle et telle inégalité et qui n'avait jamais été vue par personne d'autre avant eux. D'autant plus, ils pensent que cette injustice devrait être battue si simplement, résolue si facilement. Mais quand les gens deviennent plus adultes et quand ils essaient de résoudre eux-mêmes quelque chose, instantanément, ils commencent à comprendre qu'on peut résoudre les problèmes, mais pas si facilement comme cela paraît. Ce qui se passait au début. Donc il faut travailler avec les jeunes. Il ne faut pas dire que vous ne comprenez rien. On ne peut pas agir de cette façon. Il faut rester en contact avec les jeunes constamment. Il faut bénéficier de leurs mécanismes, de leurs outils, des moyens de communication, de partage de l'information, du retour d'information, aussi grâce aux réseaux sociaux. C'est ce que vous faites aussi actuellement maintenant. Président, nous pourrions continuer 1 heure encore de même davantage. Et cette interaction a été extrêmement intéressante. Vous avez parlé de la religion et de l'Église orthodoxe. Un aspect très important. Je me suis rendu à Moscou plusieurs fois et j'y étais à Noël. C'est incroyable, c'est incroyablement beau. Moscou est magnifique. Donc, la religion joue un rôle très important maintenant. Mais comment voyez-vous la spiritualité lorsqu'il s'agit de la question morale, dans la direction de la société russe, et pour vous personnellement? C'est la base. Dans tous les cas, ces derniers temps, nous nous adressons à ce que nous appelons nos valeurs traditionnelles. Cela ne veut pas dire que sur la base de ces valeurs traditionnelles, nous devons rester tout tranquilles, sans bouger, assis. C'est notre base, grâce à laquelle nous nous sentons de la façon sûre
Mais évidemment, nous devons regarder le futur. Nous devons évoluer en utilisant tous les moyens de l'évolution. Et grâce à cette combinaison de ces valeurs traditionnelles et basiques et la vision du futur, nous pouvons atteindre efficacement les objectifs fixés. Et nos objectifs sont formulés de cette façon, que nous appelons les objectifs de développement national. Et j'aimerais que les objectifs de l'évolution nationale et ceux du gouvernement sous la direction du Premier ministre Modi soient combinés grâce aux efforts en commun. Nous pourrions partager les résultats efficacement. Vous êtes le bienvenu. C'est de grand cœur en Inde. Je ne sais pas combien de chansons vous avez entendues, mais il y a une vieille chanson qui est très populaire en Russie, qui s'appelle Lai Pupi Russie. C'est quelqu'un qui porte un chapeau rouge, un chapeau russe, et c'était très populaire, y compris en Russie. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire sur l'Inde, sur la société indienne, sur la culture indienne? Et quel est votre message à tous les Indiens qui vous aiment beaucoup et qui veulent entendre ce que M. Poutine a à leur dire? Tout à l'heure, vous avez mentionné la culture indienne, la culture russe. Vous savez, chez nous, il existe, c'est ce qui me paraît, un grand nombre de citoyens russes. Parmi eux, il y a une notion de la culture indienne comme une sorte de conte très brillante, belle, qui a beaucoup d'aspects, un conte. Et depuis l'époque de l'Union soviétique, on aime beaucoup les films indiens, la musique indienne. Et je dirais, d'une quelque façon, il existe dans une certaine couche une sorte de culte de la culture indienne. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est ce qu'on appelle du fond du cœur vers l'autre cœur. Nous allons tout faire pour que cet intérêt serait toujours en vie, brillant, et je veux qu'en l'Inde, on le sache très bien. Président Poutine, nous vous remercions beaucoup de cette discussion extrêmement ouverte, de cet entretien que nous avons eu avec vous, puisque nous avons abordé beaucoup de choses et vous avez répondu absolument à tout. Et c'est l'amitié entre nous qui est extrêmement importante. C'est une amitié que nous espérons durera toute la vie et nous voulons vraiment vous remercier. C'est pour vous, Monsieur Poutine? Donc, est-ce que aujourd'hui, donc certains voient la Russie comme isolée, mais vous nous avez dit que vous ne ferez pas de compromis pour s'agissant de vos intérêts. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. L'Inde et le monde est très heureuse de vous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous devez rester ici pour quelques semaines pour mieux comprendre. 2 semaines encore. Donc, la ville serait complètement prête pour le Noël. Ce n'est que le début.